Bonjour, moi je m'appelle Xavier Tréton, je travaille à l'hôpital Beaujon et donc je suis censé vous traiter l'item 282 qui est maladie inflammatoire chronique, donc la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique de l'adulte, sachant que dans le programme, spécifiquement en gastro, vous n'avez pas le traitement à connaître, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a 1h15. Donc, globalement, on arrive à un diagnostic de maladie inflammatoire chronique intestinale quand on déroule un chapitre de diarrhée chronique, souvent, ou de rectorragie, souvent, c'est le point d'appel, diarrhée chronique, douleur abdominale, rectorragie. Et si vous vous souvenez, ou si vous allez le voir dans l'item diarrhée chronique, bon nombre de diarrhées chroniques appellent à une exploration endoscopique avec des biopsies et permettent de faire le diagnostic de ce qu'on appelle les diarrhées de cause lésionnelle, c'est-à-dire quand l'épithélium, la paroi du tube digestif est malade, et c'est en général comme ça qu'on fait un diagnostic. Les autres causes de diarrhée par mécanisme lésionnel, vous les avez ici pour les plus fréquentes, mais on y reviendra si vous voulez dans les diagnostics différentiels. Donc si on détaille la fiche LISA, est-ce que vous devez connaître? Donc je suis parti de votre fiche LISA, que vous devez connaître, et puis on brode pour que vous ayez des notions et que ce soit un petit peu plus vivant. Donc le premier truc, c'est la définition de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. Il y a des caractéristiques communes à ces deux maladies. La première, c'est que ce sont des lésions inflammatoires chroniques du tube digestif. Donc c'est des maladies qui durent et qui durent en général toute la vie, avec parfois des phases de rémission, mais bien souvent, il faut mettre un traitement de fond pour que la maladie soit quiescente. Donc ça, c'est la première notion, ce sont des maladies chroniques. Les deux types de maladies partagent cette caractéristique. Ça touche des gens plutôt jeunes, c'est-à-dire que le diagnostic survient, les premiers symptômes, entre 15 et 30 ans. Alors, on peut tout voir dans les bouquins, mais si vous avez une fourchette de premier diagnostic, première symptomatologie entre 15 et 30 ans, c'est bon. Il faut savoir que la rectocolite hémorragique, il y a un deuxième pic d'apparition de la maladie, qui est aux alentours de 55-60 ans. Et on peut voir des diagnostics à révélation tardive d'authentiques rectocolite hémorragique et on en voit de plus en plus. Ce que les deux maladies partagent, c'est les manifestations extradigestives, puisque c'est des maladies qui peuvent aussi s'associer à des atteintes inflammatoires extradigestives, on les verra. Et puis, avant, dans les vieux bouquins ou les vieilles notions, on vous disait que c'était des maladies qui évoluaient sous la forme de poussées entrecoupées de rémission. C'est ce que vous avez tout en bas dans le schéma. Donc des malades qui font des poussées entrecoupées de rémission avec ou sans traitement. Maintenant, on sait que cette vision de la maladie est fausse. Elle est fausse puisque on dispose de plus en plus d'examens de moins en moins invasifs, comme les dosages d'inflammation dans les selles avec la calprotectine, où on fait de plus en plus d'endoscopies pour surveiller ces malades-là vis-à-vis de leur risque de cancer, ou parce qu'on a des traitements qui sont meilleurs et donc des objectifs thérapeutiques qui sont meilleurs, et on s'aperçoit que bon nombre de patients, quand ils sont en phase de rémission de leurs symptômes, gardent une inflammation, et que cette inflammation chronique qui passe parfois inaperçue si le malade a très peu de symptômes, aboutit à une destruction de l'organe, du tube digestif, qui va accumuler de la fibrose, qui va occasionner des sténoses, et puis cette inflammation muqueuse persistante, si on ne la maîtrise pas bien, elle augmente beaucoup le risque de faire des cancers et des cancers de l'épithélium digestif. Et donc, on sait que ces maladies-là, il faut avoir de plus en plus, ne pas les voir comme des maladies qui font des poussées et des rémissions, mais comme des maladies chroniques dont il faut avoir pour objectif d'abolir complètement l'inflammation pour ne pas évoluer vers des complications irréversibles qui entraînent ces malades-là à être opérés. Aujourd'hui, quand on a une maladie de Crohn de l'intestin grêle, on a encore 30% de risque d'avoir une résection et dans la rectocolite hémorragique, 15% de risque de perdre son côlon, soit pour des risques de cancer, soit pour un cancer, soit pour une maladie réfractaire. Donc en fait, il faut plutôt les voir comme ça, comme des maladies progressives, inflammatoires chroniques, et non plus comme entrecoupées de rémission avec des phases actives. Après, ça c'était les points communs des deux maladies qui se ressemblent, et puis il y a des différences que vous devez connaître pour les classer, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes maladies. Donc il y a des facteurs de risque, des facteurs déclenchants qui ne sont pas tout à fait les mêmes pour les deux maladies. On parlera du tabac.
Ces deux maladies qui se comportent différemment vis-à-vis du tabac. La présentation clinique est parfois un peu différente, on va le voir. Et puis, il y a les caractères de l'inflammation elle-même, puisque vous voyez à gauche dans la rectocolite hémorragique, on sait que l'atteinte inflammatoire, ce qui fait l'atteinte lésionnelle, elle est très superficielle, elle est homogène, elle commence toujours dans le rectum, et puis elle va s'étendre petit à petit dans le côlon, avec des patients qui ont au diagnostic parfois des formes limitées au niveau du rectum, ce qu'on appelle des rectites en français, des proctites en anglais, et il y a une classification qui s'appelle la classification de Montréal, qui définit les différentes atteintes en fonction de l'extension. Ça, c'est une atteinte qu'on appelle E1, la classification de Montréal n'est pas à connaître, enfin, pour votre culture, si vous en entendez parler, c'est ça. E1, c'est une atteinte du rectum. Une atteinte E2, c'est une atteinte qui part du rectum et qui ne dépasse pas l'angle colique gauche. Et puis, une atteinte E3, ce qu'on appelle une pancolite, c'est dès que l'inflammation dépasse l'angle colique gauche en amont, c'est-à-dire même si ça fait 10 cm en amont de l'angle colique gauche, c'est une atteinte pancolique, qu'elle soit sur tout le côlon ou sur une partie limitée. Dans la rectocolite hémorragique, il y a un phénomène assez étonnant qui est que les lésions s'arrêtent brutalement, net. On voit la limite dans le côlon quand on fait une endoscopie. On n'a pas encore compris pourquoi cette limite était très très nette. Et deux notions à savoir, quand on diagnostique un malade avec une forme limitée dans son côlon, rectale, rectosigmoïdienne, eh bien, il va avoir 50% de risque à peu près d'étendre ces lésions dans le côlon tout au long de sa vie. Ce qui fait la sévérité de la maladie, c'est quand la maladie dépasse l'angle gauche. Donc, dès qu'on a affaire à une pancolite, pourquoi? Parce que les patients qui ont une pancolite ont plus de risques d'avoir une maladie réfractaire, plus de risques d'avoir besoin de traitements majeurs, des immunosuppresseurs, des biothérapies, plus de risques d'avoir des cancers, plus de risques d'être colectomisés un jour dans leur vie. Ouais. Non, on ne sait pas. C'est une question intéressante. On va y revenir quand on parlera des facteurs étiologiques, parce que ça, il faut le connaître un petit peu. Ce qu'on sait dans la rectocolite hémorragique, c'est qu'il y a une susceptibilité de la muqueuse du côlon à des modifications environnementales. Et donc, on a une muqueuse qui est un peu à fleur de peau et qui est capable de s'enflammer anormalement vis-à-vis de stimuli environnementaux. Et donc, ce que ça veut dire, pourquoi ça s'étend, ça veut dire que même une muqueuse qui, au début, a l'air complètement normale, quand on fait des biopsies, elle est normale, elle est un jour capable de s'inflammer. C'est juste probablement la traduction de cette muqueuse, elle réagit anormalement à l'environnement. Et donc, elle est capable d'étendre son inflammation. Par contre, pourquoi ça s'arrête net, brutalement? Il y a probablement des phénomènes de contiguïté de l'inflammation qui s'éteint de proche en proche, de cellule en cellule, mais ça, on ne sait pas exactement l'expliquer. Ouais. Donc, dans la RCH, l'atteinte initiale est toujours rectale. Ah, elle est au moins le rectum, mais elle peut être pancolique au début aussi. Hein. Elle peut toucher tout le côlon, mais elle atteint toujours le rectum. Le diffus continuum, ça tombe toujours par le rectum. Oui, si tu n'as pas de traitement, si tu as un malade qui n'a jamais été traité, qui ne prend pas de suppositoire, le rectum est toujours malade. Toujours malade. Après, ça s'étend plus ou moins haut dans le côlon selon les individus. Après, il y a le Crohn, qui se distingue de cette inflammation de la rectocolite hémorragique, par sa localisation, puisqu'on sait que dans la maladie de Crohn, tout le tube digestif peut être malade. Vous avez l'habitude d'entendre de la bouche à l'anus. Bon, c'est vrai sans être vrai. On peut avoir des aftes dans les deux maladies, dans la rectocolite hémorragique et dans la maladie de Crohn. Après, c'est vrai que la caractéristique de l'inflammation dans la maladie de Crohn est différente. Elle peut être superficielle, mais elle peut être aussi profonde et l'inflammation peut intéresser soit la muqueuse, soit toute la paroi de l'intestin et parfois même la graisse péridigestive peut être dense, inflammatoire. Deuxièmement, il peut y avoir des atteintes segmentaires et focales avec des intervalles sains, ce qu'on ne voit jamais dans la rectocolite hémorragique. Dans la rectocolite hémorragique, c'est tout le temps malade de la même façon, de façon homogène. L'immense majorité des malades ont une inflammation de la fin de l'intestin grêle, de l'iléon, et du début du côlon. Donc les formes iléocoliques droites de la maladie de Crohn, c'est 70% des malades qui ont une maladie de Crohn qui ont cette topographie-là. Mais il y a des malades qui n'ont qu'une forme colique de la maladie, des malades qui ont une forme isolée de l'intestin grêle, qui est de diagnostic difficile, c'est 10% des malades, et il peut y avoir des atteintes gastriques, duodénales, œsophagiennes. Mais le gros des malades ont une atteinte iléocolique droite. Il y a des profondeurs d'atteinte qui sont différentes, et ce qui explique que dans la maladie de Crohn, on peut observer des complications qu'on ne voit pas dans la rectocolite hémorragique, puisque dans la RCH, l'atteinte est superficielle,
Mais là, comme ça peut toucher toute la paroi, et ben on peut avoir des sténoses, on peut avoir des fistules avec des ulcères qui partent de la muqueuse, mais qui vont creuser très profondément dans le tube digestif. Et donc, vous voyez ici, je le remets en mieux sur la diapo d'après, que vous pouvez avoir des formes sténosantes qui, en général, sont des sténoses plutôt de la fin de l'intestin grêle. Ouais. Vous avez évoqué la maladie de Crohn qui va aller au niveau de l'œsophage. Est-ce que du coup, à tort, ça peut évoquer une RGO, par exemple? Non, c'est pas du tout. Là, c'est des ulcérations à l'emporte-pièce. Ça n'a pas du tout l'aspect de ragade, de remontée du pyrosis qui donne une œsophagite. Non, ça se confond en général pas. En endoscopie, on a peu. Autant on peut avoir des lésions ulcérées où on ne sait pas que c'est une maladie de Crohn jusqu'à faire les biopsies et jusqu'à faire la coloscopie qui va montrer d'autres lésions plus bas. Autant quand c'est un aspect typique d'œsophagite, l'œsophagite peptique, elle a un aspect vraiment typique. On ne peut pas se tromper et ça ne peut pas se confondre avec autre chose. Donc voilà, je vous disais, des complications qu'on a dans le Crohn et qu'on n'a pas dans la rectocolite hémorragique, c'est ces sténoses. Alors c'est très fréquent quand on a une atteinte iléale d'aller vers la sténose si on n'a pas traité suffisamment tôt le patient avec des traitements adaptés. Et parce que anatomiquement, c'est tout petit, l'iléon, le calibre, le diamètre, il est faible. Et donc quand il y a une accumulation d'inflammation de fibrose, ça se sténose. Et souvent aussi, des sténoses, on peut développer des fistules, soit en amont par hyperpression, soit sur des ulcérations qui creusent un petit peu. Et puis, sinon, il y a les ulcérations du canal anal et les fistules anales qui compliquent 30 à 40% des gens qui ont une maladie de Crohn, surtout quand la maladie a une topographie colique et rectale. Et donc, vous voyez, ça part souvent d'une ulcération du canal anal, d'une infection d'une glande qui va faire un trajet fistuleux jusqu'à la peau. Et comme la peau n'est pas malade, elle est fermée. Et donc, on fait souvent un abcès qui va se percer à la peau, qu'il va falloir que le chirurgien perce. Et ensuite, ce trajet inflammatoire persiste et donne lieu à une fistule chronique. Excusez-moi. Ouais. Allez-y. La diapo précédente, on peut y revenir. Là, du coup, vous avez montré une sténose au niveau de la jonction iléo-cécale, c'est ça? Là, il y a les deux. Il y a une sténose, parce que tu vois, les parois ici sont épaisses, et en amont de cette sténose, il y a une fistule iléo-iléale. Cette fistule, elle ne permet pas d'aider à éviter une occlusion. Alors, ça, c'est une bonne question. Si la fistule est très large, elle peut effectivement faire un shunt interne et retarder les signes d'occlusion. Mais en général, avant de faire la fistule, il y a la sténose, et avant de faire la fistule, le malade a mal, il est sur une feuille d'anesthésie. C'est découverte aberrant de dire que le tableau occlusif peut ensuite aboutir sur un diagnostic de Crohn. Alors, on peut avoir un diagnostic de Crohn qui se révèle par des douleurs abdominales et un syndrome obstructif. Souvent, c'est chronique et ça met du temps à venir. C'est rare d'avoir un malade, boum, qui arrive en occlusion et qui dit jusqu'à hier, tout allait bien. Complication d'un malade connu. Oui, c'est ça. Ou alors de symptômes qui ont traîné, mais ce n'est pas un syndrome occlusif aigu, brutal, qui arrive dans une lune de miel où il n'y a rien du tout avant. C'est pas un Crohn. En général, tu as des douleurs abdominales, un amaigrissement, il change l'alimentation, il a des douleurs obstructives et ça aboutit à une occlusion si on ne fait rien. Mais ça prend des semaines, voire des mois. Ouais. Les atteintes des sphincters, en fait, c'est quand il y a des fistules extrêmement complexes qui ont été multi-opérées. Le fait d'avoir fait des abcès avec de la fibrose qui apparaît, on peut avoir une difficulté de continence et une altération du sphincter. Mais il faut vraiment avoir eu des fistules très complexes, multi-opérées. En général, une fistule simple, double, qui est bien traitée, n'entraîne pas de conséquences sur la continence. Ok, mais on va y revenir ça. On va reparler un peu de clinique. Après, vous avez un autre item dans vos fiches LISA, c'est du RAM B, mais on peut vous interroger sur du RAM B, qui sont de connaître un peu les éléments physiopathologiques. Alors là, c'est un vaste sujet, parce que comme vous le savez, c'est des maladies dont on ne connaît pas l'origine. Donc après, c'est des maladies complexes, multifactorielles, du monde moderne. On sait qu'il y a des facteurs environnementaux, sûrement dans la flore intestinale, sûrement dans l'alimentation, très certainement dans la pollution environnementale, qui entraîne une surréaction du système immunitaire et l'épithélium de protection de la muqueuse intestinale,
qui surréagit avec une inflammation qui devient chronique, et donc avec des facteurs environnementaux qui rencontrent des individus chez qui il y a des facteurs de susceptibilité, parfois un peu de génétique, parfois c'est plus épigénétique, et donc on n'a pas de test de prédiction de la survenue d'une maladie inflammatoire chez les individus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de test génétique. Et donc si on s'intéresse un peu plus à la génétique, finalement c'est des maladies complexes. Donc on a trouvé dans les enquêtes à large échelle beaucoup de polymorphisme, de susceptibilité aux maladies inflammatoires, à peu près 200. Donc il y a 200 polymorphismes qui augmentent le risque de survenue de la maladie de Crohn, et dans les enquêtes, l'odd ratio de ces polymorphismes il est ridicule. C'est des odd ratios à 1,001, 1,2, donc c'est vraiment très faiblement augmenter le risque, quand on les a, ces polymorphismes, de voir apparaître une authentique maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique symptomatique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de test génétique, notamment de diagnostic anténatal ou de test génétique pour aider à faire un diagnostic. Et donc, il y a des facteurs de risque génétiques, mais ils sont largement insuffisants à expliquer 100% de la maladie. Par contre, c'est vrai qu'on a des familles dans lesquelles on a un cousin qui a le Crohn, la tante qui a la RCH, la petite fille qui a le Crohn, et donc il y a des familles qui agrègent probablement plus de polymorphismes qui s'associent les uns aux autres et augmentent ce risque-là. Alors, il y a un gène qui a été très étudié et qui est le plus fortement associé à la maladie de Crohn iléale, c'est le gène NOT2, qui code pour la protéine CARD15, et donc qui est associé aux formes iléales de la maladie de Crohn. Et quand les patients, quand on prend toutes les maladies de Crohn iléales, il y a à peu près 40% des gens qui ont une maladie de Crohn iléale qui ont une mutation d'au moins un allèle de NOT2. Par contre, attends, je finis juste ma phrase. Par contre, ce n'est pas obligatoire d'avoir NOT2 muté pour faire une maladie de Crohn, parce que dans les populations asiatiques, notamment au Japon, il y a d'authentiques maladies de Crohn iléales, tout à fait comme en Occident, et on n'a jamais identifié de mutation NOT2 dans les populations de cette région du monde. Donc, ce qui veut dire qu'on peut faire une maladie de Crohn iléale qui se comporte de la même façon, sans avoir de mutation NOT2. Par contre, quand les gens sont mutés NOT2, surtout sur leurs 2 allèles, ils ont une maladie de Crohn iléale, elle survient plus jeune, c'est normal, et il y en a un peu plus dans la famille, et c'est des gens qui ont une maladie un peu plus résistante qu'on va avoir besoin d'opérer plus souvent. Mais par contre, ce n'est pas du tout un diagnostic, ce n'est pas du tout suffisamment prévalent pour que ça nous aide à faire des diagnostics quand on doute. Ouais, tu avais une question? Ouais, à quoi elle sert? En fait, c'est un sensor intracellulaire dans le cytoplasme qui va reconnaître des fragments de parois de bactéries. Ça reconnaît le muramyl-dipeptide qui est des fragments de parois de bactéries. Et donc, en fait, on a besoin d'avoir cette voie-là bien active pour protéger nos cellules, et nos cellules épithéliales et nos cellules immunitaires contre les bactéries intracellulaires. Donc, ce qu'on imagine, c'est que quand c'est muté, on reconnaît moins bien les bactéries intracellulaires, on se défend moins bien vis-à-vis du microbiote et on va activer des cascades inflammatoires pour compenser cette petite immunodépression de la barrière. C'est une théorie parce qu'en fait, on s'aperçoit que cette molécule, c'est un hub de régulation de plein d'autres fonctions, et donc peut-être que ça marche différemment que ça. Il n'y a pas moyen de faire de la thérapie génique. Alors, ça ne touche pas suffisamment de Crohn et de façon assez nette pour que ce soit un traitement universel, en fait, malheureusement. Et puis, ça régule plein de choses, donc peut-être qu'on aurait des effets off-target assez importants. Mais il y a des gens qui y pensent, ouais. Et donc, par contre, l'enseignement de ces anomalies génétiques, c'est que probablement, parce qu'on a identifié quand même pas mal de polymorphismes, qui pourraient expliquer pourquoi ou comment le système immunitaire ne se régule pas bien une fois que quelque chose vient le stimuler. Et ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de polymorphismes qui intéressent des voies de l'immunité adaptative dont on pense qu'elles sont suractivées une fois que la cascade commence à s'emballer. Ouais. IBD, Inflammatory Bowel Disease, c'est Mickey en français, maladie inflammatoire. Crohn, c'est Crohn, UC, c'est ulcérative colitis RCH. Ouais, pardon. Dans les facteurs d'environnement. Donc ça, c'est les facteurs génétiques, donc ça nous donne quelques pistes de compréhension, ça n'explique pas tout, c'est une petite fragilité, elle n'est pas suffisante pour expliquer la maladie. Après, il y a les facteurs environnementaux qui sont extrêmement importants.
Le premier d'entre eux qui a été identifié, c'est qu'il y a des anomalies qualitatives et quantitatives du microbiote intestinal chez les patients qui ont une maladie inflammatoire, qu'elles soient actives ou inactives. On s'aperçoit que cette flore qui nous est propre à chacun va être altérée. En général, elle s'appauvrit, elle va s'enrichir dans des espèces plutôt agressives et elle va être assez pauvre et plus faire son effet de barrière. Il y a des tentatives actuellement de moduler le microbiote pour essayer de maintenir les malades en rémission plus longue. Alors quand on utilise des probiotiques, ce n'est pas suffisant parce qu'en fait, l'effet d'un probiotique pour qu'il s'implante dans une flore aussi pathologique fait que ça ne s'implante pas. Pour vous donner une image triviale, quand vous donnez un probiotique sur une flore très très abîmée, vous pissez dans l'océan, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, on peut remplacer complètement la flore et faire des transplantations fécales. Et ça commence à marcher pas mal dans la rectocolite hémorragique, qui est une maladie plutôt environnementale, où la muqueuse elle est susceptible à des modifications environnementales. Donc on commence à avoir des arguments pour penser que ce sera peut-être utilisable en traitement pour maintenir les malades en rémission un peu plus longue. Alors avec ou sans traitement, ça on ne sait pas. Et puis, dans la maladie de Crohn, c'est à l'étude. Alors autre chose, c'est l'alimentation. Tous les patients nous demandent en consultation qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce qui n'est pas bien. Alors, pour la première fois cette année, il y a eu 2 enquêtes qui ont clairement identifié que dans les populations où on mangeait beaucoup d'alimentation ultra transformée, ça augmentait le risque de survenue d'une maladie de Crohn, un peu moins de la rectocolite hémorragique. Et c'est probablement un conseil de bon sens de dire qu'il ne faut pas manger des trucs en barquette. Alors, les aliments, l'aliment brut, c'est l'aliment que vous mangez sans rien lui faire, une pomme. L'aliment transformé, c'est l'aliment que vous avez cuisiné chez vous, faites de la compote de pommes. Et puis, l'aliment ultra transformé, ça va être tout ce qui vous achetez en barquette, c'est-à-dire le jus de pomme industriel, le bonbon à goût de pomme ou la compote de pommes dans un sachet. Ça, c'est ultra transformé. Donc, ça, c'est clairement montré maintenant. Maintenant, une fois que les gens ont la maladie, changer d'alimentation, c'est probablement une bonne idée pour la santé en général, mais ça n'est pas démontré que ça a un impact sur le cours de la maladie une fois que l'inflammation est là. Troisième facteur environnemental hyper bien étudié, hyper solide, c'est le tabac. Alors, le tabac, ça fait quoi sur la rectocolite hémorragique? Ouais, ça protège. C'est exceptionnel de voir apparaître une rectocolite hémorragique chez quelqu'un qui fume activement. C'est moins de 10% des RCH dans le monde entier. Et c'est probablement des Crohn, en fait, qui surviennent alors que les gens fument activement. Ça a un effet dose, hein. Plus on fume, plus on est protégé. Et il y a beaucoup de RCH, ça si vous avez ça dans un dossier, qui apparaissent soit chez les non-fumeurs de toujours, soit chez quelqu'un qui a arrêté de fumer et qui commence à avoir des rectorragies. Ça peut être 2 jours à 3 jours après, comme certains patients, 1 an ou 2 après l'arrêt. Mais ça, c'est un facteur d'interrogatoire extrêmement puissant pour se dire que tiens, ça ressemble vraiment à une rectocolite hémorragique. Quand on fume, ça marche. Ça calme. Ça guérit. Mieux, ouais. D'accord. Ouais. Par contre, chez le non-fumeur qui fait sa RCH, se mettre à fumer, personne ne sait si ça fonctionne bien, mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas. Dans le Crohn, c'est l'inverse. Ça aggrave l'évolution d'une maladie de Crohn illéale. Chez la femme qui a une maladie de Crohn illéale, quand elle fume, elle a 2 fois plus de risques de se faire opérer. Quand elle fume après l'opération, elle a 2 fois plus de se faire réopérer que quelqu'un de non-fumeur qui arrête de fumer. Et après, il y a un autre facteur environnemental, d'histoire de la maladie, c'est l'appendicite et l'appendicectomie. Ça, vous savez dans quel sens ça marche? Ça favorise la dysbiose. Peut-être, ça favorise la dysbiose. Mais il vaut mieux être appendicectomisé ou pas appendicectomisé? Il vaut mieux l'être. Pour quelle maladie? Je dis juste, on retire un morceau qui peut être inflammatoire. Ouais. Alors, le mécanisme, on ne sait pas. Il y a des hypothèses. En fait, les gens qui ont fait une vraie appendicite, donc qui ont été appendicectomisés pour une vraie appendicite, ou qui ont eu une adénolymphite mésentérique dans l'enfance, une maladie virale de l'enfant qui mime un peu une appendicite avec des gros ganglions. Donc, les gens qui ont eu une inflammation de la région appendiculaire, on va dire, avant l'âge de 20 ans, sont protégés de la RCH. Ils ne font pas la RCH. Voilà. Par contre, on retrouve plus d'appendicectomie chez le Crohn, mais parce que peut-être c'était du Crohn qui faisait mal et donc les gens ont été appendicectomisés peut-être pour rien. Mais ça, c'est un facteur environnemental qui est assez bien étudié et qui est très solide.
pourquoi. Il y a plein d'hypothèses. On peut en débattre pendant des heures. Il y a des hypothèses assez sympas d'ailleurs. Et donc voilà. Donc ça, c'est des facteurs protecteurs de la RCH, mais qui font vraiment distinguer Crohn et RCH. Alors, je ne veux pas vous embrouiller la tête, mais quand je dis Crohn, c'est Crohn iléal. Parce que des gens qui ont une forme purement colique de la maladie de Crohn sans atteinte de leur intestin grêle, on pense que ça se comporte un peu comme ça, un peu comme la RCH, et que ça partage les mêmes facteurs protecteurs et aggravants de la rectocolite. Donc quand je dis Crohn, là, c'est vraiment Crohn iléal, ou c'est vraiment l'opposé concernant le tabac et la l'appendicite. Ça, c'était juste pour finir, pour vous dire que c'est des maladies du monde moderne, puisque vous voyez qu'elles ont explosé. Ça, c'est les taux cumulés d'incidence des deux maladies en Europe, aux États-Unis, au Canada, où vous voyez que ça apparaît et que ça explose après les années 50. Et c'est très, très corrélé à l'apparition du mode de vie occidental. Vous voyez que là, c'est les régions du monde de très forte incidence, donc c'est l'Europe, le Canada, les États-Unis. Et par contre, dans les pays qui s'industrialisent et qui se développent, je pense à l'Égypte, à l'Asie du Sud-Est, à l'Amérique latine, et bien, plus ces pays se développent et plus on voit apparaître des nouveaux cas et une incidence qui augmente des maladies, de la rectocolite et de la maladie de Crohn. Et ce qui est typique, c'est que la rectocolite hémorragique dans un pays qui s'industrialise explose 10 ans avant la maladie de Crohn, qui finit aussi par augmenter. Ce qui veut probablement dire que les facteurs environnementaux sont plus importants, que c'est une maladie plus environnementale que de l'autre, la rectocolite hémorragique. Voilà. C'est bon pour les facteurs étiologiques. De toute façon, c'est pas grand-chose. Alors, après, si on reprend la fiche LISA, on vous demande de connaître les examens complémentaires et de détailler ce qu'on voit sur les examens complémentaires et savoir ce qu'on peut demander. Donc là, si on repart un peu de la clinique de la maladie de Crohn, donc vous pouvez avoir dans la maladie de Crohn, en fait, la clinique, elle dépend de l'atteinte, puisque vous pouvez avoir une atteinte qui est pas stéréotypée, comme dans la rectocolite hémorragique. Et donc, selon qu'il y a une atteinte du côlon ou une atteinte étendue de l'intestin grêle, ça va pouvoir donner lieu à une diarrhée. La diarrhée, elle n'est pas forcément sanglante, comme dans la rectocolite hémorragique, parce que s'il n'y a pas de lésion du côlon distal ou du rectum, ben, on ne voit pas forcément du sang. Il peut y avoir des douleurs abdominales à cause des sténoses qui sont plus fréquentes. Et puis, il y a un syndrome que vous devez connaître, qui est le syndrome de Koenig, qui sont ces douleurs obstructives qui témoignent en fait de la présence d'une sténose partielle d'un segment de l'intestin ou du côlon. Et donc, ça va se manifester, vous savez, par des douleurs postprandiales qui, elles, vont être stéréotypées. C'est-à-dire que c'est quand le bol alimentaire rencontre la sténose. Donc, soit vous avez des lésions qui sont au niveau de l'iléon. Vous savez que votre temps de transit dans l'iléon, il est à peu près de 3-4 heures. Donc, ça va être postprandial tardif, si votre sténose est là, où les gens vont se mettre à avoir mal, des crampes, des glouglous, des porporigmes, un ventre qui gonfle. Et comme la sténose, elle n'est que partielle, avant d'être complète, ben ça va se vider dans une débâcle diarrhéique que les gens vont avoir du mal à contrôler, un peu comme un évier qui se débouche. Si, bien évidemment, votre sténose elle est très haute, ben, ce ne sera pas postprandial tardif, ce sera postprandial précoce. Et puis si c'est dans le côlon, ben, ça va être encore plus tardif. Et donc, le problème, c'est que ça s'installe petit à petit. Et donc, souvent, les gens font plein d'adaptations alimentaires un peu inconscientes, parce qu'on est assez résilient. Donc, ils ont bien remarqué qu'en enlevant un peu les fibres, un peu les trucs, ils diminuent leur douleur postprandiale. Donc, en fait, ils font des adaptations pour diminuer ces symptômes. Et donc, ce symptôme, il peut traîner très longtemps, voire même, vous pouvez voir en consultation des gens qui vous disent vous avez mal au ventre? Non, non, non. Mais vous mangez de tout? Ah non, non, je ne mange pas de ci, je ne mange pas de ça. Parce que sinon quoi? Bah, sinon, j'ai tout le temps mal là. Donc en fait, il faut faire attention quand on les interroge, parce qu'ils se sont bien souvent adaptés avec des mécanismes d'évitement qu'il faut savoir rechercher aussi à l'interrogatoire. La différence entre un syndrome de Koenig et une colique dans un trouble fonctionnel intestinal, c'est quoi? Parce que la colique du trouble fonctionnel intestinal, ça tord, ça glougloute, ça fait mal au ventre, ça a la diarrhée. Parfois, diarrhée constipation. Ça peut ressembler beaucoup à un syndrome de Koenig. Comment vous faites le distinguo?
Il y a une abolition des bruits hydroaériques à un moment? Non, parce que ce n'est pas une occlusion complète, hein. Au contraire, tu as plus de bruit. Hein. Ok. Ouais. Exactement. C'est le côté organique qui dit c'est systématique. Dans un syndrome de Koenig, ça fait tout le temps mal au même moment, 2 heures après le repas ou 3 heures après le repas. L'autre chose, c'est que c'est toujours au même endroit. Il faut demander, ça fait mal où? Montrez-moi avec votre index. Et si le malade il dit, bah, ça fait tout le temps mal là. Et parce qu'une colique, un spasme douloureux dans un trouble fonctionnel intestinal, ça fait mal à droite, ça fait mal à gauche, il n'y a pas de rythme particulier. Et donc, il n'y a pas le côté systématique. Et le dernier point, donc c'est toujours au même moment par rapport au repas, c'est toujours au même endroit dans le ventre, et puis souvent, il y a un amaigrissement. Ça dure, il y a un retentissement sur l'état général. Donc, c'est comme ça que vous faites la distinction entre quelque chose de fonctionnel et un syndrome de Koenig. Après, vous recherchez, donc il faut regarder l'anus tout le temps, puisque 40% des malades peuvent avoir des lésions anales, ils n'en parlent pas forcément, donc il faut demander. Vous pouvez avoir comme à droite, en haut, des ulcérations du canal anal avec des boursouflures qu'on appelle des marisques ou des pseudomarisques inflammatoires, qui sont ces bourgeons cicatriciels. Et puis, vous pouvez avoir, comme ici, soit des orifices externes de fistules, qui ici sont propres, mais qui font dire qu'il y a des trajets qui ne sont pas complètement cicatrisés. Soit ici, on a mis un céton dans une fistule ano-vulvaire, qui est cet élastique qu'a mis le chirurgien pour drainer la fistule et éviter qu'il y ait des abcès. Évidemment, on recherche des signes généraux qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Ils ne sont pas obligatoires. Et puis, les signes extradigestifs, on va les revoir. Donc, quand on suspecte une maladie de Crohn, il y a l'âge, il y a les symptômes, est-ce qu'il y a des signes extradigestifs, regardez un peu la marge anale, est-ce qu'il y a des cas dans la famille, et puis ce qu'on va demander, c'est une endoscopie. Enfin, vraiment, ce qui fait le diagnostic, ce qui permet de faire le diagnostic positif, c'est au moins une iléocoloscopie avec des biopsies, et les biopsies, il faut les faire dans les segments inflammés et aussi dans les segments non inflammés. Et donc, on peut voir ces lésions-là. Alors, c'est très hétérogène dans la maladie de Crohn, il peut y avoir des segments complètement sains et des segments lésés. Ici, vous avez des ulcérations superficielles avec une muqueuse qui est inflammatoire, qui a perdu sa transparence. On ne voit pas la trame vasculaire qu'on voit normalement très bien par transparence. Ici, vous avez une forme un peu plus sévère avec des ulcérations qui sont larges et une muqueuse qui est très érythémateuse. Et puis là, vous avez une lésion qui est creusante. Hein. Tout ça, c'est une ulcération un peu creusante qui est large et profonde. Ouais. Une question peut-être un peu bête. Non. On parle pas beaucoup. Pas de question. L'iléoscopie, c'est avec le double ballon. C'est comment déjà? Non. En fait, on dit iléocoloscopie, c'est une coloscopie standard. C'est le coloscope avec lequel tu peux voir 15-20 cm d'iléon terminal. Alors, on ne peut pas toujours, parce que des fois, c'est tordu, on n'y arrive pas. Mais avec un coloscope standard, on peut faire une iléocoloscopie. Non, quand tu fais le truc avec le double ballon et tout ça, on dit entéroscopie. C'est-à-dire qu'on veut vraiment aller dans l'intestin grêle et voir plus que 20 cm. Par le haut ou par le bas d'ailleurs. Ça, c'est ce que vous voyez sur les biopsies. Donc ça, il faut le connaître, c'est dans vos questions. Donc la maladie de Crohn, elle peut, sur les biopsies, montrer des ulcérations, c'est-à-dire une perte de l'épithélium. Elle peut montrer un infiltrat inflammatoire lymphoplasmocytaire quand c'est chronique, mais avec des polynucléaires quand c'est aigu. Elle peut montrer des granulomes, qui ne sont pas des granulomes avec nécrose caséeuse qu'on voit dans la tuberculose, mais qui sont des granulomes épithélioïdes, mais sans nécrose. Mais la présence de granulomes n'est pas obligatoire parce que, elle n'est pas spécifique. On trouve du granulome dans d'autres maladies, infectieuses ou pas infectieuses. Et 2, elle est présente dans d'authentiques maladies de Crohn que dans 40% des cas, le granulome. Il peut y avoir ou pas de la fibrose et il peut y avoir une réorganisation de l'architecture. À force de faire des poussées, des rémissions, des poussées, des rémissions, et ben ça modifie l'architecture des glandes ou des villosités qui deviennent un peu désorganisées. Et donc, il faut chercher ces signes de chronicité pour dire que c'est un truc chronique et non pas une colite ou une iléite infectieuse aiguë. Dans ces cas-là, quand c'est aigu, on ne voit que des polynucléaires, on ne voit pas d'infiltrat chronique lymphoplasmocytaire, on ne voit pas de réorganisation de la muqueuse, de l'architecture de la muqueuse. Ça, c'est pour vous illustrer un cas
d'un patient chez qui on a fait une résection de l'intestin grêle. Donc, ce n'est pas des biopsies, mais c'est la pièce histologique d'une résection idéale. Et elle est très jolie, cette pièce, parce qu'elle vous montre que la maladie de Crohn, et on ne sait pas pourquoi exactement, peut avoir une atteinte très focale et la muqueuse adjacente est strictement normale. Donc là, vous avez une muqueuse qui est normale, une sous-muqueuse qui est normale, une musculeuse qui est normale et une séreuse qui est normale, ici aussi. Mais là, au milieu, vous avez cette grosse ulcération qui creuse. Donc, il n'y a plus d'épithélium, c'est ulcéré, ça creuse, et il y a une densité ici qui est en fait tout un amas de lymphoplasmocytes et de fibrose qui est très profond et qui touche toute la paroi. Donc là, vous imaginez bien que ça peut sténoser parce que toute la paroi est inflammatoire et que ça peut s'ulcérer, creuser et faire une fistule. Et c'est très focal. Donc là, sur cette diapo, vous avez tous les signes de la maladie de Crohn réunis. Et il manque les granulomes. OK? Donc si on parle maintenant de RCH et de ce qu'on voit, bah, la RCH, c'est plus facile. C'est homogène, ça touche toujours le rectum au début, donc les patients, ils ont des rectoragies. Donc, comme ils ont des rectoragies, ben, on va aller vite au diagnostic parce qu'on va faire des examens. Je vais y revenir après. Alors, il peut y avoir des rectoragies et un syndrome rectal quand le rectum est irrité. Il n'y a pas toujours de la diarrhée. Si vous avez un patient qui a juste le rectum d'irrité, vous allez avoir du sang, des glaires, des faux besoins. Il va aller 10 fois par jour ou 15 fois par jour aux toilettes. Ça va être très urgent, très impérieux, mais il ne va pas forcément avoir de la diarrhée. Il peut paradoxalement être constipé et avoir des vraies selles dures qu'une fois ou deux dans la semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une espèce de paralysie réflexe du côlon qui sait que quand il va y avoir des selles qui vont descendre dans le rectum, ça va être hyper désagréable, donc on se constipe. Donc, il peut y avoir une authentique rectite sans diarrhée. Par contre, quand l'inflammation, elle commence à toucher le rectum, puis le sigmoïde, puis le côlon gauche, là, les selles se ramollissent de facto et il y a une authentique diarrhée. Mais vous ne faites pas avoir si on vous dit vous avez un malade constipé qui a des rectoragies, ça peut être un syndrome rectal, simplement, et pas fort. Et ça peut être une authentique RCH. Donc là, la sévérité et les signes vont dépendre de l'extension des lésions dans le côlon. Plus c'est étendu, plus le malade va avoir de la diarrhée, va perdre du poids, va peut-être avoir une anémie, un retentissement, parfois de la fièvre si c'est sévère. Donc là, il faut essayer de réfléchir en termes d'atteinte et d'extension possible. Ça, c'est ce qu'on voit en endoscopie. Je suis désolé, on voit très mal. Mais en gros, c'est une muqueuse qui est très rouge, qui saignote spontanément ou au moindre contact, qui peut avoir des petits enduits blanchâtres un peu muqueux. Et ça pleure le sang, c'est très facilement friable. Ça, c'est des formes modérées de rectocolite hémorragique. On peut avoir des formes plus sévères où là, on va avoir des ulcères qui apparaissent. Mais c'est plus rare. Bien évidemment, comme la maladie de Crohn, ce qu'il faut faire, c'est une coloscopie. Alors, on fait une iléocoloscopie pour aller voir que l'iléon n'est pas malade et qu'on n'a pas affaire à une maladie de Crohn. Une maladie de Crohn avec une atteinte rectale. Donc ça, il faut qu'on fasse l'iléocoloscopie complète. Mais on peut se contenter d'une rectoscopie pour initier un traitement et faire l'extension ensuite des lésions par une coloscopie un peu plus tard. Ce qu'on voit, c'est une atteinte très superficielle de la muqueuse, contrairement à ce que je vous ai montré. Dans la maladie de Crohn, vous voyez qu'il n'y a que la muqueuse qui est pathologique. La sous-muqueuse, elle est strictement normale. Et donc, on voit, il peut y avoir des ulcérations. Là, l'épithélium a disparu. Il peut y avoir une réorganisation. Vous voyez, c'est plus organisé en glandes coliques. Et puis, il y a un infiltrat lymphoplasmocytaire qui est partagé avec la maladie de Crohn qui signe l'inflammation chronique. Mais là, vous avez en plus des polynucléaires dans des glandes qui sont des abcès cryptiques qui signent le côté aigu d'une poussée. Donc là, vous avez des abcès cryptiques au fond des cryptes des polynucléaires. Normalement, il n'y en a pas, sauf s'il y a une infection. Vous avez une atteinte muqueuse, une désorganisation des glandes et un infiltrat et des glandes qui sont distordues et qui signent la chronicité, mais il n'y a pas de granulome et c'est très superficiel. Et il y a peu de fibrose. C'est bon, ce stade, ouais. Est-ce qu'il y a une composante de neuropathie? Est-ce qu'il y a des nerfs qui sont atteints de végétatif? Alors, en fait, dans ces deux maladies-là, même si tu contrôles très très bien l'inflammation et que tu vois plus d'inflammation sur ton endoscopie,
qu'il n'y a plus de paramètres inflammatoires, tu as 30% des gens qui acquièrent un trouble fonctionnel intestinal, et donc avec des troubles moteurs qui sont probablement liés à un endommagement du système nerveux digestif en regard de cette inflammation séquelaire. Donc oui, il y a des séquelles. Il y a des séquelles motrices, des séquelles neurologiques, on a une hypersensibilité à la douleur, et donc on peut transformer des MICI en troubles fonctionnels intestinaux une fois que la MICI va bien. On va avoir comme dans tout ce qui est rhumatologique ou douleur. Oui, c'est plus. Oui, c'est moins marqué. Enfin, ça s'exprime différemment, plus par des troubles du transit et des digestions difficiles. Oui, c'est le même principe, exactement. Alors, question de rang A, diagnostic positif. Donc ça, je vous l'ai dit, la rectocolite hémorragique, c'est facile. Il y a des rectorragies, les gens vont consulter. Donc le délai moyen pour faire un diagnostic, parce que ça fait peur d'avoir du sang dans les selles, c'est 3 mois. C'est-à-dire que ça ne traîne pas. Par contre, la maladie de Crohn, ça peut être plus vicieux parce qu'il n'y a pas toujours de la diarrhée, il n'y a pas toujours du sang, ça peut être juste mal au ventre, un peu de stress, perdre du poids. On peut prendre ça pour des troubles fonctionnels. Donc, le délai moyen pour faire un diagnostic, c'est plutôt de l'ordre de 1 an. Dans la maladie de Crohn, même dans les pays bien développés. Après, sur les présentations cliniques, on les a un peu vues dans la maladie de Crohn. C'est soit plutôt mal au ventre, amaigrissement, peut-être syndrome de Koenig, et donc ça peut traîner un petit peu. Soit quand il y a une atteinte du côlon, là on va avoir de la diarrhée, et donc on va aller à la coloscopie un peu plus vite. Il faut regarder la marge anale parce qu'une marge anale remaniée, des ulcérations, des cicatrices de fistules, ça peut très vite faire penser à ce diagnostic-là. Et puis toujours poser la question des signes extra-digestifs qu'on va voir. Par contre, il y a des pièges et il y a des diagnostics différentiels. Alors, le piège, l'anorexie mentale. C'est très fréquent chez des gamins de 15, 16, 17 ans qui se mettent à avoir mal au ventre, à se retirer de l'école, à plus vouloir aller en cours, à perdre du poids, de dire que c'est une anorexie mentale. Et en fait, ça arrive de temps en temps. Ça peut être une maladie de Crohn isolée de l'intestin grêle. C'est-à-dire que même quand on a fait la coloscopie, la fibroscopie et qu'elle est normale, il faut aller regarder l'intestin grêle parce qu'on a des formes isolées de l'intestin grêle qui ne sont pas des anorexies mentales. Et ce diagnostic est posé à tort. Ça, c'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est l'iléite. Vous êtes aux urgences, vous avez un jeune homme ou une jeune femme qui a une iléite. Bon. Est-ce que c'est le début d'un Crohn ou est-ce que c'est autre chose? Alors ça peut être compliqué. Bien souvent, l'iléite, elle est infectieuse jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est là où il faut poser la question, mais est-ce que vous n'avez pas eu un jour une uvéite? Est-ce que vous n'avez pas des douleurs articulaires? Alors qu'il y a des iléites infectieuses qui peuvent tout à fait donner des douleurs articulaires associées. Donc ce n'est pas non plus un élément d'orientation qui est formel. Il faut demander si c'est chronique, s'il n'y a pas eu des cas dans la famille. Là, il faut bien regarder la marge anale. Il faut s'aider de cet interrogatoire-là. Et puis, les diagnostics différentiels les plus fréquents. Et donc, ce qu'on fait dans une iléite, quand on n'a pas d'arrière-pensée sur une maladie de Crohn, c'est qu'on traite, on fait des coprocultures, on cherche les bactéries, les parasites, on met des antibiotiques et on revoit le patient. Si le patient s'est hyper bien amélioré, il est prudent de lui faire quand même une endoscopie de contrôle pour voir s'il n'y a pas un peu d'inflammation qui traîne anormalement et que c'est le début d'une maladie de Crohn. Et donc, de toute façon, après les iléites, même si elles répondent très bien aux antibiotiques, il est prudent de faire une endoscopie. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme iléite? Alors, vous savez qu'il y a 2 germes particuliers qui peuvent être des iléites infectieuses. Normalement, une diarrhée infectieuse, c'est dans votre chapitre diarrhée aiguë, ça dure moins de 15 jours, qu'on donne ou qu'on ne donne pas des antibiotiques, en général, ça passe. Mais il faut savoir qu'il y a 2 germes qui peuvent donner des iléites infectieuses chroniques, c'est-à-dire qui traînent plus que les 15 jours de la diarrhée infectieuse. La première, c'est la tuberculose. La tuberculose, on peut avoir des lésions dans l'iléon, dans le sécom, des ulcérations qui ressemblent beaucoup à la maladie de Crohn. C'est d'origine bactérienne et ça peut durer des mois, ça peut durer des années. Ce qui est un peu vicieux, c'est que vous savez que dans la tuberculose, on a du granulome, on peut avoir des uvéites, on peut avoir des douleurs articulaires, on peut avoir de l'érythème noueux, comme les lésions extradigestives de la maladie de Crohn. Probablement parce que la réaction du système immunitaire est un peu la même que ce qu'on voit dans les maladies inflammatoires. Pareil pour la sarcoïdose, on peut avoir la même chose. Pareil pour la yersinia,
qui est un autre germe qu'on trouve moins, mais qu'on doit chercher souvent, qui peut être un peu chronique, qui peut donner les mêmes signes extradigestifs. Donc voilà, donc c'est tuberculose yersinia. Devant une première iléite, c'est de bon ton de chercher ces deux germes. Sachant que la tuberculose, il faut quand même avoir un peu le contexte aussi, qui oriente. Ensuite, il y a le lymphome. On peut avoir des lymphomes iléocoliques droits chez le sujet jeune, c'est le lymphome de Burkitt, qui peut donner un tableau très bruyant avec des adénopathies, avec une altération d'état général, et ça peut ressembler à une maladie de Crohn. Bon, là, c'est l'endoscopie avec les biopsies qui redresse le diagnostic. Ensuite, même topo, diagnostic différentiel de la rectocolite hémorragique. Alors, bon, très souvent, on a des gens en consultation qui viennent nous voir parce qu'ils ont eu un diagnostic initial de hémorroïde, pathologie hémorroïdaire. Pourquoi? Parce que c'est des gens jeunes qui ont des rectorragies. Et leur médecin leur dit, bah, c'est des hémorroïdes, on va mettre des suppositoires de titanoïdes. Alors, il faut se méfier, il faut bien les interroger, il faut savoir si c'est la pathologie hémorroïdaire, ça saigne après les selles, ça inonde la cuvette de sang rouge, il peut y avoir ou pas des douleurs au passage des selles, mais ça ne donne jamais un syndrome rectal. Là, ce qu'il faut chercher, c'est un syndrome rectal. Faux besoin, glaire, émission, impériosité, urgence. Ça c'est la rectocolite hémorragique. Ce n'est pas une pathologie hémorroïdaire. Pathologie hémorroïdaire, en plus, pour faire le diagnostic, il faut mettre un anoscope, parce qu'au toucher rectal, les hémorroïdes, c'est interne, elles sont toutes molles, on ne les sent pas, et donc on ne peut pas, avec un toucher rectal, dire c'est une pathologie hémorroïdaire interne. Il faut mettre un anoscope et aller regarder. Donc un diagnostic d'hémorroïdes sur des rectorragies, juste sans examen ou juste avec un toucher rectal, ce n'est pas suffisant. Et il y a plein de gens qui traînassent avec des diagnostics d'hémorroïdes et qui sont des rectocolites hémorragiques, ça arrive. Ensuite, bien évidemment, il ne faut pas passer à côté d'un cancer colorectal ou d'un cancer du rectum avec des rectorragies. C'est pour ça que l'endoscopie, elle est impérative. Et souvent, quand on a une rectite, là pour le coup, un jeune homme qui a un syndrome rectal et qui a une rectite, avant de dire que c'est une rectocolite hémorragique, si ça dure depuis quelques semaines, ça peut tout à fait être une infection sexuellement transmissible, gonorrhée, chlamydia, tout ça. Donc il faut faire les prélèvements quand le contexte est évocateur et même quand il ne l'est pas. Après, il y a tout ce qui est colite infectieuse, mais là, comme je vous l'ai dit, ça dure 15 jours avec ou sans antibiotiques, souvent ça passe. On n'est pas dans le registre du chronique. Salmonelle, Shigella, tout ça, ça passe. Même si vous ne mettez pas d'antibiotiques, dans l'immense majorité des cas, ça passe. Donc on est rarement devant un tableau chronique. Il y a les parasitoses type amibiase, les intolérances médicamenteuses, les colites ischémiques, mais ça, c'est des diagnostics qui sont levés par l'endoscopie. OK? IST, pas se faire avoir par une pathologie hémorroïdaire qui n'y a souvent pas, et puis pas passer à côté d'un cancer du rectum. Ouais. Est-ce que, comme piège diagnostic, il y a aussi avoir une fissure anale qui, on l'a vu à l'anoscope, imaginons, elle disparaît, mais les douleurs restent là. Ou alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de syndrome rectal. Non, dans ces cas-là, il n'y a pas de syndrome rectal. Il y a plus des douleurs au passage des selles. Et la fissure, en fait, on la voit, on la traite, et si elle s'améliore, les symptômes s'améliorent. C'est rare d'avoir des douleurs qui persistent alors que la fissure a cicatrisé. D'accord, mais ce n'est pas suffisant d'avoir une douleur au passage rectal sans syndrome rectal pour dire que peut-être qu'il y a un RCH. Ah non. Le syndrome rectal. Oui, il faut qu'il y ait un syndrome rectal. Ouais. Après, ce qui peut vous aider beaucoup, c'est de rechercher les signes extradigestifs. Alors, qui sont valables pour les deux maladies d'ailleurs. Articulaire. Donc, vous avez deux types d'atteintes articulaires. Vous avez l'atteinte articulaire périphérique. C'est des rhumatismes. C'est des polyarthralgies. Donc, c'est des polyarthrites. En général, il y a plusieurs articulations périphériques. C'est en général associé aux poussées digestives. Donc, c'est quand le malade est en poussée de sa maladie intestinale qu'il va avoir des articulations qui gonflent, qui sont chaudes, qui sont douloureuses et qu'on va vraiment voir gonfler. Ça, c'est presque 50%, c'est beaucoup, mais 40 à 50% des patients qui peuvent se plaindre de signes extradigestifs articulaires périphériques. Et après, il y a les patients qui ont associé à leur maladie inflammatoire un rhumatisme axial autonome. C'est-à-dire qu'il va évoluer de lui-même. Donc, c'est une spondyloarthrite. Heureusement, ce n'est pas très fréquent. C'est 5%
des gens avec Mickey qui ont une spondylarthrite, avec là une raideur du rachis, une sacroïlite, des orteils en saucisse et une claudication. Enfin, il va falloir rechercher ça, mais c'est assez spécifique, assez typique. Après, il y a les manifestations ophtalmo. Alors, il y a l'uvéite qui est la plus sévère parce qu'on peut avoir des baisses d'acuité visuelle quand on ne la traite pas assez vite. Donc, c'est un œil rouge douloureux avec une baisse d'acuité visuelle. 5% des gens, c'est autonome, ça évolue indépendamment de l'activité de la maladie digestive. Et puis, il y a plein de formes d'inflammation de la sclère, des sclérites, des conjonctivites inflammatoires, des choses comme ça, qui ne sont pas graves, qui sont antiquinantes, mais qui peuvent arriver le plus souvent quand les gens sont en poussée digestive. Après, il y a la peau qui parle assez souvent. Il y a pas mal de patients qui ont des poussées d'érythème noueux, qui sont ces gros placards dermo-hypodermiques, qui sont rouges, chauds, douloureux sur les crêtes des membres, c'est-à-dire prétibiales, sur les avant-bras, et qui évoluent par poussées, et c'est souvent contemporain des poussées digestives. Il y a pas mal de patients qui ont des aftes, des aftoses, souvent pendant leur poussée. Et puis, il y a des maladies de la peau qui sont plus impressionnantes et plus délabrantes, comme le pyoderma gangrénosome, qui, lui, évolue surtout sur les formes coliques de maladies inflammatoires, maladies de Crohn colique ou rectocolite hémorragique. Après, vous avez plus rarement des atteintes inflammatoires des voies biliaires, la cholangite sclérosante primitive. Ça, il faut savoir que c'est de l'inflammation de l'arbre biliaire. C'est une maladie dont on ne connaît pas trop le mécanisme, mais qui ressemble beaucoup au facteur de risque de la rectocolite hémorragique. Le tabac protège, on ne sait pas trop comment ça arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que potentiellement 5% des Mickey ont une cholangite sclérosante primitive. Donc il faut faire les bilans biologiques pour voir s'il y a des anomalies, des tests hépatiques, une cholestase, qui souvent est présente quand il y a une cholangite sclérosante primitive, mais pas tout le temps. Et à l'inverse, les gens qui ont une cholangite sclérosante primitive, quand on va leur faire une coloscopie, 70% d'entre eux vont avoir de l'inflammation dans leur côlon. Et le problème, c'est que ça augmente beaucoup le risque de cancer du côlon, jusqu'à 30 fois, quand il y a de l'inflammation dans le côlon et une cholangite sclérosante primitive. Et ça augmente beaucoup le risque de faire un cholangiocarcinome. Donc, c'est des malades qu'il faut surveiller vraiment très, très attentivement avec des coloscopies répétées. Et puis, il y a des formes plus rares d'inflammation du pancréas, des pancréatites inflammatoires, qu'on appelle auto-immunes, mais qui en fait sont inflammatoires. Elles n'ont rien d'auto-immun, il n'y a pas d'anticorps. Des atteintes inflammatoires pulmonaires qui, heureusement, sont rares. Donc ça, c'est tout ce qu'il faut rechercher pour vous dire si vous êtes dans le spectre ou pas d'une maladie comme ça quand vous la suspectez. Autre item de la fiche LISA, les examens complémentaires, savoir ce qu'ils donnent, savoir les indiquer. Donc comme je vous l'ai dit, le diagnostic positif, en fait, il repose sur un faisceau d'arguments. Sur le terrain, la présentation, ce qu'on va trouver aux examens, ce qu'on va trouver aux biopsies. Le problème, c'est que rien n'est spécifique des Mickey. Vous avez même l'histologie n'est pas spécifique des Mickey. On peut avoir des colites infectieuses qui donnent les mêmes signes histologiques. Donc rien n'est spécifique. Donc vous n'avez pas d'examen de gold standard qui vous affirme OK, c'est le Mickey, c'est pas autre chose. Donc ça repose sur l'expertise du gastro et un faisceau d'examens d'arguments concordants. Ce qui des fois peut faire douter un peu. Ça repose bien sûr sur les examens endoscopiques et coloscopiques avec des biopsies, avec un large panel de biopsies en zone non inflammatoire ou inflammatoire. La génétique, comme je vous ai dit, elle n'aide pas, ça ne sert à rien, puisqu'on a des gens qui sont mutés mais qui ne développent jamais la maladie, comme des gens qui ont une maladie mais chez qui on ne trouve aucune mutation favorisante. Il y a des équipes qui proposent de faire des sérologies ASCA, ANCA, antisaccharomycèse, vous savez, c'est la levure de pierre, hein, c'est de la levure qu'on a dans le microbiote. Alors, les gens qui ont une maladie de Crohn ont souvent des anticorps ASCA positifs. Les gens qui ont une rectocolite hémorragique ont souvent des anticorps contre les polynucléaires, même si ce n'est pas une maladie auto-immune. Pour autant, il y a des gens qui n'ont ni l'un ni l'autre. Et donc, cette sérologie, elle n'aide pas vraiment. Ouais. Si, ça, on va y revenir. Ouais. Ça, c'est pour le diagnostic positif. Après, ça va être pour l'évolution. Diagnostic positif, certains peuvent faire ASCA en cas, ce n'est pas d'une grande aide. Si vous avez ça dans vos questions, bah oui, il faut savoir que ASCA, c'est plus associé au Crohn, en cas, c'est plus associé à la rectocolite hémorragique. Mais ça n'est pas spécifique et c'est peu sensible.
Dans 10% des cas, il y a un peu d'inflammation dans le côlon, il y a des intervalles un peu sains, on ne sait pas si c'est une RCH, on ne sait pas si c'est un Crohn, on appelle ça une colite inclassée, c'est 10% des gens qui ont une colite. Après, c'est le temps qui fait pencher plus de symptômes ou plus d'atteinte vers le Crohn ou plus de symptômes et plus d'atteinte vers la RCH. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas très important pour choisir les traitements. Ils marchent globalement aussi bien dans l'une des deux pathologies. Là où ça peut poser des soucis, c'est quand on vient se poser une question d'opération, puisque vous savez que l'opération dans la rectocolite hémorragique, il faut enlever tout le côlon et le rectum, tandis que dans le Crohn, comme ça peut récidiver un peu n'importe où, on essaie d'être le plus économique possible, et dans le RCH, on essaie d'être le plus large possible. Donc là, c'est important de savoir. Alors, quand on ne sait pas, donc soit on a une vraie maladie de Crohn, soit on a une colite et on ne sait pas si c'est Crohn et RCH. Dans ces cas-là, il y a une indication à aller regarder l'intestin grêle et le tractus digestif supérieur. Quand on fait un diagnostic de maladie de Crohn, il faut faire une cartographie des lésions. Et quand on ne sait pas si c'est une maladie de Crohn, il faut faire une cartographie des lésions. Donc là, on a besoin de faire une endoscopie haute, œsogastro-duodénale avec biopsie, parce qu'on peut avoir des granulomes dans l'estomac, on peut avoir un peu d'inflammation sans Helicobacter pylori dans l'estomac, et là, on va se dire que c'est plus en faveur d'une maladie de Crohn avec une atteinte haute. Et puis, on fait des explorations de l'intestin grêle, soit par entéro-IRM, soit par vidéocapsule. Donc, la vidéocapsule, vous savez, c'est cette petite caméra qu'on avale. Alors, quand on suspecte une maladie de Crohn, on n'a pas envie que ça se coince dans une sténose peu symptomatique. Donc, on fait avaler une fausse capsule test, ça s'appelle une capsule Patency, qui a la même taille que la vraie, mais sauf qu'elle est en cellulose, elle se dégrade au bout de quelques jours, et donc si elle se bloque, elle ne va pas entraîner une occlusion définitive. Et donc on calibre, on voit si ça passe avec un ASP, une radio, et si elle passe, on donne une vraie capsule qui enregistre des photos de tout l'intestin grêle. Vous pouvez voir ici des ulcérations qui sont typiques de maladie de Crohn. Alors évidemment, on ne peut pas faire de biopsie pour être sûr, mais si on a un faisceau d'arguments très très évocateur avec quelqu'un qui a une ulcération anale, des ulcérations plein d'intestin grêle, qui est jeune, qui est dans le... et c'est chronique, c'est pas quelque chose d'aigu, on peut se dire que raisonnablement c'est une maladie de Crohn. Après, il y a l'entéro-IRM qui va voir des épaississements inflammatoires des anses intestinales. Alors, on voit probablement plus de lésions muqueuses précoces à la capsule, et il faut avoir une atteinte un peu plus tardive pour voir l'IRM, mais ça donne une bonne idée de savoir si l'intestin est malade ou pas. Après, donc ça c'était pour faire le diagnostic positif. Donc il n'y a pas de gold standard, c'est un faisceau d'arguments. C'est beaucoup l'endoscopie et les biopsies. Les autres choses, elles ne servent pas à grand-chose, à part peut-être l'entéro-IRM, pour aller explorer l'intestin. Ensuite, il y a des examens pour voir le retentissement et le suivi de la maladie. Et c'est là où la calprotectine fécale peut être intéressante. La calprotectine, c'est une protéine de l'inflammation qui est sécrétée par les polynucléaires, qu'on va retrouver dans les selles et qui, normalement, ne doit pas être présente s'il n'y a pas de polynucléaire dans le tube digestif. Alors, le problème, c'est qu'elle n'est pas spécifique. Vous prenez des anti-inflammatoires, ça monte la calprotectine. Vous faites une infection, ça monte la calprotectine. Donc, en fait, elle n'est pas spécifique des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Par contre, elle permet de suivre le traitement des gens. Donc, ce n'est pas un test diagnostique. Retenez pas que ce n'est pas un test diagnostique, ce n'est pas un test pronostic. Il n'y a pas de seuil de calprotectine qui vous dit « Oh là là, ça c'est grave » ou « c'est pas grave ». C'est juste positif ou négatif. Mais ça aide à savoir si le traitement il marche ou il ne marche pas. Ou s'il y a une rechute, quand les symptômes ils sont un peu foireux. Ce n'est pas remboursé. Donc, en France, on ne peut pas la faire. Les malades doivent la payer 60-70 €. Donc, ce n'est pas un examen qui est d'emploi très facile. À l'hôpital, on le fait gratuitement, mais enfin gratuitement. On ne le fait pas payer aux malades, pas gratuit. Après, il y a la CRP qui donne grossièrement le niveau d'inflammation systémique, mais dans la maladie de Crohn, en poussée, même en une poussée pas très sévère, on peut avoir une CRP qui s'élève. Il faut savoir qu'il y a 20% des gens qui ne fabriquent pas de CRP, donc chez qui ça ne va pas être utile pour suivre l'inflammation. Et dans la rectocolite hémorragique, la CRP est souvent normale, parce que c'est une inflammation muqueuse, superficielle du côlon. Ce n'est pas une maladie systémique. Et donc, quand la CRP est élevée dans la rectocolite hémorragique, c'est un signe de gravité. Même une CRP à 20 pour une poussée de RCH, on va un peu s'inquiéter. Ça veut dire que le malade il fait une poussée un peu costaud. Par contre, elle n'est pas toujours très informative dans la maladie de Crohn. En tout cas, il n'y a pas de seuil de sévérité dans la maladie de Crohn, elle peut être très élevée. Ou pas du tout, alors qu'on a parfois un malade qui est actif. Après, on regarde
le retentissement sur l'anémie, qui est fréquente, multifactorielle, inflammatoire, carence en B12, en folate. Et puis, le degré de dénutrition ou de malnutrition, s'il y en a, avec l'hypoalbuminémie, mais qu'il faut savoir interpréter en l'absence de syndrome inflammatoire. Parce que quand vous avez un gros syndrome inflammatoire, l'albuminémie est d'interprétation difficile. Donc, il faut se baser sur les autres paramètres nutritionnels. Et puis, un truc que vous devez savoir, c'est que quand vous avez un malade qui fait une poussée de sa maladie, de Crohn ou de rectocolite hémorragique, il faut chercher s'il n'y a pas une surinfection à Clostridium difficile. Parce que ça peut être la première poussée de la maladie, mais ça peut être aussi des poussées qui émaillent son suivi alors qu'il va bien ou qu'elle va bien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un appauvrissement de la flore intestinale, et donc il y a une dysbiose avec une perte d'effet de barrière. Et les maladies inflammatoires ont comme caractéristique de pouvoir faire des infections à Clostridium difficile, même s'ils n'ont pas pris d'antibiotiques au préalable, parce que leur flore est déséquilibrée. Et donc, il faut se méfier, chez quelqu'un qui va bien et qui fait une poussée, il faut systématiquement rechercher Clostridium, sa toxine dans les selles, parce que ça peut être un facteur déclenchant de poussée et de pérennité ensuite de l'infection. Ouais. Non, ils viennent en général, quand ils sont en poussée, où ils nous appellent et on les examine, on voit s'il faut les hospitaliser si c'est sévère ou s'ils peuvent effectivement faire des investigations à domicile dans lesquelles il y a une recherche de Clostridium, mais c'est mieux de les évaluer quand même, parce que des fois ça peut être un peu sévère. Ouais. C'est ça, une question bête, mais pas de question. Au-delà de la microdose chez ces personnes-là, ouais. Est-ce que ça serait une mauvaise idée de donner des antibiotiques qui vont encore plus déséquilibrer la flore? Ah, est-ce que c'est contre-productif, je veux dire, de donner des antibiotiques? Alors, probablement, oui. Ce qu'il y a, c'est que les antibiotiques, quand on les donne à court terme, ils peuvent aider parfois à diminuer la suppuration, diminuer les abcès et à passer un cap et à soigner une complication aiguë. Le problème, c'est qu'à plus long terme, effectivement, on a plus envie de leur restaurer leur effet de barrière que d'appauvrir leur flore. Tu as tout à fait raison. Mais des fois, on n'a pas le choix parce qu'ils ont un abcès, ils ont une suppuration et il faut passer le cap d'une complication infectieuse, là, pour le coup. Alors, ouais, le dernier truc, c'est de parler des complications, justement. Ça, donc, vous devez les connaître, les complications. Donc, il y a les complications de la maladie de Crohn, on en a un peu parlé. Je vous ai dit, dans le tube digestif, là, je ne parle pas de l'anus, le tube digestif des malades qui ont une maladie de Crohn, il peut se sténoser, il peut fistuliser. Et donc, à l'heure actuelle, il y a encore à peu près 20 à 30% des gens qui ont une maladie de Crohn qui ont besoin un jour ou l'autre d'une résection. Parce qu'il s'est développé des complications irréversibles de leur tube digestif ou qu'il y a une complication aiguë. Ce qui veut dire que quand vous suspectez une complication type sténose, abcès intra-abdominal, bien évidemment, la présentation clinique, ça va être la défense, la fièvre, le malade qui est occlu ou presque occlu, qui vomit, qui a très mal, qui a un iléus, qui n'a plus de gaz, qui n'a plus de sel, qui là n'a plus de bruit digestif. Donc là, évidemment, c'est scanner injecté en urgence devant toute douleur abdominale fébrile d'un malade qu'on sait avoir une maladie de Crohn ou même qu'on ne sait pas avoir une maladie de Crohn, c'est douleur abdominale fébrile ou vomissement, syndrome occlusif, scanner injecté. On peut retrouver, je vais vous montrer, des abcès intra-abdominaux. Après, il y a des complications du même type, mais qui sont anopérinéales. Là, c'est moins grave parce que l'abcès, il s'évacue non pas dans le péritoine, mais à la peau. Où il faut l'inciser. Donc, c'est moins grave, mais 30 à 40% des gens font des fistules anopérinéales. Ça, ce qui est plus embêtant, c'est sur l'image corporelle, les douleurs, la qualité de vie très mauvaise, les troubles de la sexualité. Et donc, c'est des lésions qui sont plus difficiles à soigner. Il faut augmenter les doses de médicaments qu'on utilise en général. Il faut combiner de la chirurgie de drainage plus des médicaments, des biothérapies un peu intensives, si on veut espérer cicatriser ces lésions qui sont très délabrantes. Il y a une complication qui tue les gens, c'est les thromboses veineuses, mais parfois, des fois, artérielles aussi. Il faut savoir que les maladies inflammatoires ont un surrisque de thrombose veineuse, phlébite, embolie pulmonaire, thrombose cérébrale, ça peut arriver, quand ils sont inflammatoires.
Ce qui veut dire que tout malade qu'on hospitalise pour une poussée qui a un syndrome inflammatoire systémique, il faut le laisser sortir sous anticoagulation préventive pendant quelques semaines, jusqu'à ce que le syndrome inflammatoire disparaisse. Avant, on ne le faisait pas, et avant, on avait des morts. Enfin, quand vous avez eu votre premier mort de 25 ans à la maison d'une embolie pulmonaire parce que vous ne lui avez pas mis de Lovenox et qu'il n'avait pas fini sa poussée de Crohn, franchement, après, vous ne l'oubliez plus, quoi. Mais ça peut augmenter aussi le risque de thrombose artérielle. C'est plus rare. Mais on a des malades qui arrivent avec une thrombose de l'artère humérale et une poussée de maladie inflammatoire. Ça se prévient. Donc, c'est pour ça que c'est dramatique. C'est mortel et ça se prévient. Bien évidemment, comme complication, on l'a dit, il y a les complications nutritionnelles. Alors, dans la rectocolite hémorragique, il n'y a pas de dénutrition. On a la diarrhée, mais le côlon, il ne sert pas à absorber les nutriments. Donc, en général, on n'a pas de dénutrition. Par contre, quelqu'un qui a une maladie de Crohn intestinale avec une sténose, qui restreint son alimentation, qui se met un peu à jeun, qui fait des régimes d'exclusion, lui ou elle peut se dénutrir. Ou quelqu'un qui a une forme étendue de l'intestin grêle avec une entéropathie exudative majeure peut se dénutrir. Et puis après, toute inflammation chronique du tube digestif augmente le risque de cancer. C'est moins marqué que dans la maladie de Crohn que dans la rectocolite hémorragique. Mais vous savez que la maladie de Crohn du grêle est le facteur de risque principal avec la maladie cœliaque d'adénocarcinome de l'intestin grêle. C'est rarissime. Très honnêtement, on en voit très peu. Mais il faut le savoir. Et puis rarement, il peut y avoir des complications brutales, perforation, hémorragie, et ça c'est très rare. Parce que comme c'est une maladie chronique, les lésions, elles mettent un peu de temps à arriver. Après, dans la RCH, c'est un peu les mêmes, avec des différences liées à l'atteinte anatomique. Il peut y avoir de l'anémie parce qu'en fait, on peut avoir une carence martiale à force de sénilité comme ça. Il peut y avoir des maladies qui sont réfractaires, c'est-à-dire qu'aucun traitement ne marche et qu'on finit par opérer. Les accidents thromboemboliques dont on a parlé et qui peuvent être mortels, pareil pour la rectocolite hémorragique que la maladie de Crohn. Et puis le cancer, on va en parler, mais dans la RCH, il y a une forme fulminante de colite très sévère, qui est la colite grave. La colite grave, ça peut être une colite, ça peut survenir d'emblée et être le premier événement de la RCH, c'est-à-dire une colite grave inaugurale. Le malade rentre dans la maladie avec une forme très sévère d'inflammation de son côlon. Ou alors, le malade a sa RCH, voilà, et brutalement, on ne sait pas pourquoi, probablement parce qu'il y a eu un agent environnemental de rencontre, boum, l'inflammation s'emballe et il fait une colite grave. Colite grave, c'est 10% des gens qui ont une RCH qui vont faire, soit au début, soit en cours d'évolution de leur maladie, un épisode de colite aiguë grave. La colite aiguë grave, ça peut tuer le malade, il faut les hospitaliser. Il y a un score clinique qui est le score de Lichtigé. Pour ceux qui sont passés ou qui passent en gastro, vous voyez que les gens qui sont hospitalisés pour colite grave, on le fait tous les jours. Donc on va compter le nombre de selles, on va regarder s'ils ont mal au ventre en appuyant sur le ventre, on va quantifier si les selles sont sanglantes plus d'une fois sur deux, moins d'une fois sur deux, s'ils arrivent à se retenir ou pas, et puis l'état général. Et puis aussi le niveau d'inflammation. Et quand on a une colite aiguë grave, on peut avoir en endoscopie des ulcérations qui sont très creusantes, mais ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'avoir des ulcérations très creusantes. Des fois, c'est un tableau clinique qui est très cogné, mais il y a toujours des lésions endoscopiques. Le côlon est souvent moche quand même. Donc ces malades, ils peuvent perforer, ils peuvent s'infecter, ils peuvent thromboser et faire une embolie pulmonaire. Et donc, il faut les hospitaliser, les surveiller avec les chirurgiens, mettre des traitements intensifs, corticoïdes à forte dose, deuxième ligne s'il faut, et il faut toujours se poser la question de les colectomiser en urgence avant qu'ils fassent une complication fatale. Donc ça, c'est une complication qu'on voit vraiment quasiment que dans la rectocolite hémorragique. On peut faire une colite sévère dans la maladie de Crohn, mais c'est beaucoup plus rare. Beaucoup plus rare. Et le dernier truc, c'est le cancer. Alors, si vous prenez toute la population des rectocolites hémorragiques d'un pays, dedans, vous allez avoir des graves, des pas graves, des étendus, des limités, des malades réfractaires, des malades qui vont très bien sous des traitements légers.
Quand on regarde le risque absolu de faire un cancer colorectal, il est 2 fois plus élevé que la population générale, ce qui fait que ça les classe dans des populations à très haut risque. Parce que c'est quand même 2 fois plus que la population générale. Maintenant, quand on va regarder qui dans les RCH vont faire un cancer, et ben en fait, ça va être des gens qui vont avoir une colite étendue, une colite ancienne, et chez qui le traitement n'a pas été soit bien fait, soit n'a pas bien marché, c'est-à-dire qu'ils ont eu de l'inflammation un peu persistante dans leur côlon pendant plusieurs années. Donc en fait, si vous regardez, et ça, ce qui va aussi rentrer en compte dans le risque, c'est les antécédents familiaux au premier degré de cancer colorectal. En d'autres termes, si vous avez un monsieur de 40 ans qui a une RCH pancolique, qui n'a jamais été bien contrôlé, qui a fait de l'inflammation pendant 20 ans, chez qui son père a fait un cancer du côlon à l'âge de 40 ans, il a 20 fois plus de risque de faire un cancer du côlon. Si vous prenez à l'inverse un monsieur de 40 ans qui a eu une rectite, qui ne s'est jamais étendue, qui n'a pas eu d'antécédent de cancer du côlon dans la famille, il a le risque de tout le monde. Voilà. Donc ça dépend vraiment du profil de la maladie et de la génétique de l'individu. Mais 2 fois plus de risques si on prend toute la population des RCH. Ce qui veut dire qu'on les rentre dans des programmes de surveillance qui avant étaient bêtes et méchants. Au bout de 10 ans de la maladie, on faisait tous les 2 ans une coloscopie avec des biopsies partout. Maintenant, un peu moins con, on prend en compte l'ancienneté de la maladie, le risque génétique et tout ça, et donc on fait des surveillances qui sont entre tous les ans chez les patients très très à risque avec une coloscopie tous les ans, et tous les 5 ans, comme les gens de plus de 50 ans, chez les patients qui ont peu de facteurs de risque et une maladie bien contrôlée. Et on fait ça avec des endoscopes haute définition, en faisant une coloration avec une chromendoscopie, soit en mettant du bleu pour augmenter le relief, soit avec de la coloration virtuelle, parce que, contrairement aux polypes du cancer sporadique, les lésions précancéreuses, dans la population générale des cancers sporadiques, c'est des polypes, c'est des trucs qu'on voit en relief. Dans la rectocolite hémorragique, c'est une muqueuse qui a souffert, et donc on ne voit pas de polypes. On voit des irrégularités de la surface qui sont des lésions précancéreuses et de la dysplasie, donc c'est plus difficile à détecter. Donc il faut se donner les moyens de bien regarder. Voilà. Et si on fait ça, les études commencent à montrer que si on surveille bien et on traite bien, le risque de cancer dans cette population-là, il tend à baisser. Voilà. Alors, juste 2-3 mots de conclusion, et puis après, je suis à votre disposition pour discuter. Donc, l'IMICI, c'est des maladies, il faut retenir, inflammatoires chroniques, multifactorielles, l'étiologie, bon, on ne sait pas trop, il faut connaître un peu l'histoire du tabac parce que c'est sympa, et qu'on peut vous interroger là-dessus, avec des doubles QC négatifs et tout ça. Le diagnostic, ça repose sur les endoscopies et les biopsies, mais il n'y a pas de gold standard, c'est un faisceau d'arguments. Donc, il faut vraiment chercher tous les arguments autour, signes extradigestifs, lésions anales, tout ça. Et puis, retenez que c'est plus vrai que ce soit des maladies qui évoluent avec des phases de poussée et de rémission, ce qu'on veut, et on a maintenant les traitements pour le faire, c'est vraiment obtenir une cicatrisation des lésions inflammatoires, parce que c'est ça qui va permettre de ne pas évoluer vers les complications terminales qui obligent encore les gens à être opérés, les sténoses, les cancers et tout ça. Voilà, je n'ai pas parlé des traitements, ce n'est pas à votre programme, mais vous avez le droit d'être cultivé, donc si vous voulez qu'on discute, c'est tout à fait possible. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose sur... Je ne crois pas avoir de questions en ligne. Ouais. Par rapport au traitement de la neuropathie qui peut être induite, c'est de la même manière quand on va donner des antidépresseurs, mais on peut aussi faire. Waouh. Alors, ça, c'est dans le chapitre troubles fonctionnels intestinaux. Effectivement, dans les troubles fonctionnels intestinaux qui associent des anomalies motrices, neurologiques, de fonctionnement du tube digestif, qui peuvent donner lieu à des douleurs abdominales difficiles et à une régulation de la motricité par le système neurologique qui ne se fait pas bien, on peut être amené dans ces troubles fonctionnels très réfractaires, très rebelles, à utiliser des antidépresseurs tricycliques, à utiliser de la prégabaline ou des choses comme ça. Ça reste quand même pas la majorité des gens qui ont un trouble fonctionnel intestinal pour lesquels, dans l'immense majorité des cas, on se sort avec des traitements symptomatiques légers avec peu d'effets secondaires. Mais il y a des cas où on est obligé d'utiliser ça et ça marche pas si mal. Alors,
Ça, c'est trop fonctionnel intestinaux. Et trop fonctionnel intestinaux qui complique une maladie inflammatoire, oui, ça peut arriver, mais la proportion de gens chez qui on est obligé d'utiliser des traitements comme ça, elle est relativement modeste. C'est bon? Ouais. Alors, merci. Je n'avais pas vu. Dans les fiches, Lisa. Ah non, ça c'est avant. C'est quoi exactement le syndrome de Koenig? Vous pouvez répondre? Ouais. Ouais. Oui, c'est un peu comme du théâtre, unité de vie, unité de temps. En fait, le syndrome de Koenig, c'est un syndrome, donc une association de symptômes qui témoigne d'une sténose partielle, pas complète, du tube digestif, quelle que soit sa localisation. Et donc, ça va être des douleurs qui vont toujours être déclenchées par l'alimentation, c'est-à-dire que si le malade se met à jeun, il a plus mal, donc c'est des douleurs forcément postprandiales, qui sont plutôt tardives quelques heures après si la sténose partielle se situe dans la fin de l'intestin grêle et qui va donner lieu à des crampes, des borborigmes, parce que c'est le syndrome de lutte de l'intestin qui se contracte pour que le bol alimentaire passe la sténose, un ballonnement abdominal qui va toujours être au même endroit, que le malade va pouvoir montrer avec le doigt, et ça va céder en général avec une débâcle diarrhéique, un bruit d'évier qui se vide, borborigme, et une diarrhée incontrôlable. Voilà. Et ça va être stéréotypé, stéréotypé, stéréotypé. Et ça va signer une lésion organique sténosante. Quoi. Merci. OK. Ouais. Pas de problème. En fait, souvent on dit sténose, fistulisation, perforation pour la maladie de Crohn. Et en fait, la rectocolite hémorragique, elle en fait dans le cadre de la colite aiguë grave. Quoi. Elle n'en fait que dans le cadre de la colite aiguë grave. Alors, il n'y a pas de sténose dans la colite aiguë grave. En fait, c'est une inflammation aiguë. Donc, ça n'a pas le temps de faire de la fibrose. Et a posteriori. En fait, ça ne fait pas de fistule non plus. Ça perfore. Oui, ça perfore. Ça perfore. Il n'y a pas d'abcès. Il n'y a pas le temps d'avoir un abcès. Ça perfore ou ça saigne. Mais. D'accord. Ouais. Merci. C'est bon? Bon, bah, bon courage. C'est fini pour aujourd'hui ou il y en a d'autres? Ouais, bon courage alors.